Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreuses et nombreux dans cette salle. Je crois que c'est ça le comble pour un vendredi. Très bien, merci pour la petite bande son en plus. Je m'appelle Loïc et je suis le CTO de Takima. Et Mathilde Laurin, Engineering Manager chez Takima. Et on n'a pas les slides. On va continuer, puisqu'aujourd'hui on est là pour vous parler de notre nouvelle lubie qui s'appelle Takiciné. Ah, nickel. On est parti. Et la semaine prochaine, on lance la nouvelle version de Takiciné, le nouveau service pour informer les cinéphiles. Alors, hyper innovant, ça ressemble à rien de ce que vous avez pu déjà voir avant. Ok, on peut regarder des films, voir les bandes annonces, les synopsis et même poster des avis. Donc, on y croit à fond et on sent qu'on va péter la baraque avec ce truc. La semaine prochaine, Loïc, on sort la nouvelle version et j'aimerais être un peu rassuré. On a de grandes ambitions pour Takiciné. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour me rassurer? Bah, là, pour l'instant, pas grand-chose, mais je crois que ça tombe bien parce qu'il nous reste 44 minutes pour apprendre à faire un vrai test de charge en vrai, tous ensemble. C'est exactement ce qu'on va faire. Du coup, on attaque tout de suite avec un crash course, un petit peu les prérequis dont on va avoir besoin. Je vous rassure, on a quand même décidé de faire bref. Est-ce qu'on peut avoir le son ? Ou pas. Il n'y en a plus de son. On n'a plus de son. Non. Ah. Merci. Bref. L'autre fois, j'ai eu une idée. Et je me suis dit que ce serait trop cool de tester mon appli avant la mise en prod. J'ai testé une fois à la main et ça a marché. J'ai testé 2 fois à la main et ça a marché. J'ai voulu tester plein de fois avec plein de mains. On a dit que ça allait coûter trop cher et prendre trop de temps. Du coup, j'avais un problème. Quand j'ai un problème, je vais toujours voir mon pote qui est toujours là pour m'aider. Et je lui ai demandé comment est-ce que je peux simuler une charge de plein d'utilisateurs sans que ça coûte une blinde. Il m'a dit, fais du test de charge. Je lui ai dit, c'est quoi un test de charge? Et il m'a répondu un truc que j'ai pas compris. Je l'ai regardé, il m'a regardé, je l'ai regardé, il m'a regardé. Je lui ai dit, fais plus simple et plus court. Et là, il m'a expliqué. Et il m'a dit, ça te permet de simuler une charge avec plein d'utilisateurs virtuels. Et du coup, c'est trop bien. Du coup, j'avais trouvé ma solution. Bref, quand j'ai commencé le test de charge, mon pote m'a dit il faut comprendre 3 trucs. Le scénario, le protocole et le profil d'injection. Le scénario, c'est la liste des étapes que je veux tester. Sauf que les étapes, c'est pas des étapes, c'est des actions. Les actions, ça peut être un call HTTP, une pause, une boucle, un message WebSocket, un événement et plein d'autres trucs. Ça, c'était pour le scénario. Pour le protocole, c'était un truc un peu compliqué. Je croyais que c'était un REST client, mais c'était pas ça. C'était un REST client super musclé qui permettait d'ajouter plein d'utilisateurs. Et quand j'ai demandé à mon pote pour le profil d'injection, il m'a dit « c'est la stratégie d'arrivée de mes utilisateurs ». J'ai pas compris. Du coup, il m'a dit « c'est comme le matin dans le métro ». J'ai trouvé ça drôle, mais j'ai toujours pas compris. Du coup, il m'a expliqué « c'est pas du tout pareil si tout le monde arrive en même temps dans le métro, ou si tout le monde arrive 2 par 2 au fur et à mesure, ou si tout le monde arrive 2 par 2 au fur et à mesure de plus en plus rapidement ». Et j'ai compris le profil d'injection. Bref, on va faire un test de charge ensemble. Je vous cache pas que vous avez 80% de la préparation du talk dans ces 2 minutes et que là, on est un peu en roue libre pour la suite. Bon, qu'est-ce que c'est qu'un outil de test de charge? C'est un outil qui va nous permettre de simuler une charge utilisateur avec potentiellement plein d'utilisateurs et de mesurer sa réponse. Et il y a plein d'outils qui existent, mais nous, on a choisi d'utiliser Gatling, qui est leader, qui est open source et qui nous permet, petit bonus, on le maîtrise. Et il y a peu de projets open source qui sont aussi bien faits. Donc, on vous demande de mettre de la force et de leur rajouter des étoiles. Envoyez-leur des good vibes avec des petites stars sur leur projet. Et je crois qu'ils sont en plus dans la salle, donc n'hésitez pas à la fin. Bon, avant de faire un test de charge, il faut qu'on se pose les bonnes questions. Et la première question à se poser, qui est la plus importante, c'est qu'est-ce que je dois tester? Autrement dit, qu'est-ce qui va me faire très mal si ça tombe? On ne veut pas faire une couverture de test à 100% comme du TU. Ça n'a pas d'intérêt. Donc Mathilde, est-ce que tu peux me montrer votre chemin critique sur Takiciné, histoire qu'on comprenne bien? Petite démo live du coup. Allez, on y va. Donc, on le garde pour nous parce que c'est pas encore sorti, mais on en est très fiers. Donc, vous avez plusieurs sections, une section à l'affiche, une section coup de cœur. Et si on résume un peu, mon chemin critique, c'est que je me promène sur les sections et que je choisis mes sections préférées. Si vous regardez un peu ces films, ça a quand même marqué notre enfance. Platform Wars, vous devez reconnaître Angular, vous reconnaissez peut-être des gens d'ailleurs. Hexagonator, Cube Panic, Cube Panic. Préféré.
Et du coup, on choisit un complètement au hasard, mais vraiment très objectivement. Et on prend Gatling and Crash, si vous ne reconnaissez pas la tête des personnes, les voilà. Et on va regarder la description. Et là, si ça, Loïc, ça plante, Takisine, c'est mort. Lundi, c'est mort. Ok, donc ça, c'est le quoi de manière fonctionnelle. Donc qu'est-ce qu'on veut tester, quel parcours, quel scénario, Mathilde vient de nous le montrer. Il va falloir aussi que je te pose la question côté technique, c'est-à-dire que là, tu m'as montré un front, ok, donc il y avait des images, des assets statiques. Est-ce que tu veux que je teste ce qui fait l'authentification du service? Qu'est-ce que tu as besoin de tester techniquement? Non, moi ce que je veux que tu m'assures, c'est que le back fonctionnera. Côté asset statique, j'ai un CDN. Côté IAM, c'est managé. Je veux que demain, enfin lundi plutôt, mon API, elle fonctionne. Ok. Et en réalité, c'est souvent la réponse. C'est-à-dire qu'on va tester quasiment tout le temps nos API parce que c'est ça qui va tomber très souvent en premier. Ça ne sert à rien de tester des caches. Donc le test de charge, c'est majoritairement destiné à ça. Ici, on teste une web app. Donc notre scénario, il va devoir imiter une navigation réelle en reproduisant les appels qu'on a effectués sur chaque page. Un petit point architecture, Mathilde? Ok, on est parti. Donc, on va tester des API. Donc, je vous montre ce qui se cache derrière. On a 5 services, des microservices. On a une gateway devant qui agrège nos appels. On a un client, on a un broker de messages. Et puis, tout ça hébergé sur un cube. Bon, très bien, super. Si je comprends bien, en fait, moi, je ne vais pas trop à m'occuper de ton architecture. Il y a une gateway qui expose tous les services. Donc, je vais pouvoir exécuter tout mon scénario juste en tirant sur cette gateway. C'est bien ça? Exactement. Nickel. Ça, c'était la première question. Et la deuxième, c'est quel type de test de charge on va faire? Autrement dit, pour répondre à quelle question? Là, il y a plein de types de charges qui existent. Ce n'est pas l'objet de ce talk. Donc nous, on va se concentrer sur celui par lequel on commence souvent. C'est le test de capacité. C'est aussi le plus drôle. Donc c'est celui qu'on va faire. Ok, on résume parce que ça allait un peu vite. On a découvert avec Mathilde 3 éléments clés. Le scénario, c'est les étapes successives que je vais exécuter. Les protocoles, ça va être mes espèces de clients un peu surchargés. Mon profil d'injection, la stratégie d'arrivée de mes utilisateurs, comme dans le métro. On s'est posé 2 questions importantes. Qu'est-ce que je veux tester, à la fois fonctionnellement et techniquement, mais aussi quelle réponse j'attends de mon test, là en l'occurrence, valider une capacité. Eh bien, Mathilde, montre-nous un peu le boilerplate. On est parti. Donc, on arrive sur notre monorepo avec pas mal de services. Et comme l'a dit Loïc, on va aller directement sur la gateway et vous pouvez vous retrouver vos tests au même endroit que vous aurez vos tests unitaires ou vos tests d'intégration. Sauf que là, c'est un test un peu plus compliqué. Et si on regarde un peu, vous retrouvez le scénario, le profil d'injection et puis le protocole. Et puis tout ça, c'est des concepts que vous avez déjà vus. Et donc, si on regarde un peu, ce qu'on va faire, c'est que on va remplir un peu ce truc-là, ce scénario. Vous verrez ça tout à l'heure. Donc, concentrez-vous, on est parti. Ok, on va s'y mettre. Première étape, implémenter le test de charge de la homepage. Mathilde, tu es prête à nous montrer tout ça? Yes. Allez. Donc là, ce qui se passe là, c'est ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur Takisine. Et le but de notre test de charge, c'est de simuler l'impact utilisateur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le network et on va regarder ce qui se passe. Donc ce qui se passe là, c'est que j'ai 4 requêtes. Donc vous pouvez les voir là. 4 requêtes, faites-moi confiance. Il y a une requête pour charger les éléments à la fiche, une pour les coups de cœur, une pour les plus trendy, et puis une pour les films par catégorie. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais aller tout en bas et puis je vais naviguer. C'est ma deuxième partie de mon test. Je vais cliquer 1, 2, voire 3 fois sur Charger plus. Et vous voyez qu'il y a 3 requêtes qui sont faites avec 3 pages différentes. Ok, donc je résume. Il va y avoir 2 étapes dans cet implème. Première étape, la première vue, le chargement de la page. Et deuxième étape, une étape de navigation. On simule une navigation. Allez, c'est parti Mathilde, let's go. Donc si on regarde un peu, on se concentre sur le scénario. Donc c'est vraiment cette méthode exec là où on va rajouter nos actions. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va charger la homepage. Pour simuler le chargement de la homepage, on va simuler la requête featured qui est envoyée au backend. Et pour ça, on va utiliser la première action Gatling, qui est l'action HTTP. Vous avez une description au début et puis le nom de la requête avec l'URL que vous avez fait. Vous pouvez faire exactement pareil pour les 3 autres requêtes. Et en fait, avec ça, vous avez déjà fini le chargement de la homepage. Donc c'est hyper simple. Et on passe à la suite. Deuxième partie, quand on pense à une partie, en général, on pense à des groupes. Parce que pour structurer notre test, on va pouvoir faire des groupes. Donc un groupe homepage que vous voyez là, puis un groupe premier chargement pour le fait de cliquer directement sur la homepage. Et puis le deuxième sur la navigation.
Comme on est trop fort et qu'on a déjà fini le premier chargement, on arrive sur la navigation. Et pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir charger 3 fois. Vous vous rappelez, j'ai cliqué 3 fois sur le bouton charger plus. Autrement dit, je répète 3 fois la même action. Top, vous avez l'action repeat de Gatling qui vous permet de faire ça exactement. Je crois que tu es quand même un peu en train de nous arnaquer, Mathilde, parce que là, on chargeait 3 pages, mais là, tu es en train de répéter 3 fois le chargement de la première page, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc, je vois qu'il y en a un qui suit, au moins Loïc suit. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, on va devoir mettre une variable qui simule le fait de changer de page dans mon URL. Et ça, je sais faire. J'ai l'habitude de faire ça en test. Donc, je mets un attribut dans la classe, page index, et puis, boum, je le mets ici en le concaténant. Alors non, parce que là, il est un peu matrixé test d'intégration où il n'y a qu'un utilisateur. Attention, quand on fait du test de charge, on va avoir des utilisateurs concurrents. Donc moi, j'ai besoin en fait d'une variable qui est scopée par virtual user. Autrement dit, j'ai besoin d'un espace mémoire dédié pour chaque virtual user. Et ça, c'est l'exacte définition d'une session. Sur Gatling, une session, ça se représente par une map de string object qui est dédiée à chaque virtual user. Vous pouvez y accéder facilement via une action exec, mais en fait via toutes les actions de Gatling où vous avez des surcharges par-dessus pour pouvoir, par exemple, setter une valeur à l'intérieur, getter, itérer, le caster en ce que vous voulez. Et ça, du coup, vous allez aussi pouvoir le récupérer à l'endroit où vous en avez vraiment besoin. Grâce à cette petite façon d'écrire, c'est de l'interpolation. Vous allez pouvoir en fait faire comme si vous faisiez un session.get, récupérer la valeur et le mettre directement dans la variable. Si on reprend un peu ce qui a été fait, en fait, dans notre scénario, on va initialiser la valeur à 1, puis on va appeler le endpoint pour récupérer la première page, et on itère, et on recommence le nombre de fois que vous voulez. Donc vous voyez, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Par contre, jusqu'à maintenant, on a exécuté tout ça d'un coup, en fait. Alors que moi, si je veux vraiment représenter mon activité de l'utilisateur, il faut aussi que je représente les pauses. Moi, je ne sais pas vous, mais quand je suis sur Netflix, je mets un petit peu de temps pour passer d'une page à l'autre parce que je veux quand même voir ce qui se passe dedans. Donc, il va falloir qu'on découvre un nouveau type d'action, les pauses, qui permettent de simuler des pauses, là, en l'occurrence, entre 2 et 5 secondes, par exemple. Il n'y a vraiment rien de compliqué là-dedans. Donc si on revient un peu sur le code, je vais vous zoomer un peu, vous devez le reconnaître. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà lancer le test. Donc pour le lancer, je vais utiliser un Maven Gatling test. Tac, 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 si je la retrouve, ma commande. Ouais, hop, un Maven Gatling test. Et pour ça, pendant le temps où ça se lance, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un peu ce test de charge. Vous voyez que vous avez les groupes que vous avez déjà connus, les pauses, Loïc m'en a rajouté un peu de partout, la session, et on va répéter 3 fois l'action. Donc en fait, on a tout dans un même fichier. Ok, top. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on regarde un peu et on voit que le test met un peu de temps à se lancer. Hop, top. On a un fichier qui est affiché avec le rapport de simulation. Ça, c'est open source, vous pouvez le lancer complètement chez vous. Et vous avez plein de graphiques qui gèrent la distribution. Donc, en fait, la distribution du temps de réponse. Il y en a des plus intéressants que d'autres. Moi, je voulais vous montrer celui-là, parce que ce que vous pouvez voir là, c'est qu'en fait, les groupes ne servaient pas seulement à structurer votre test, mais aussi, en fait, à récupérer des métriques dédiées par groupe. Vous pouvez vous dire que, par exemple, 75% de vos utilisateurs reçoivent votre requête pour le premier chargement en moins de 112 secondes. Donc ça, il y a plein d'autres schémas de distribution, mais on les verra plus tard. Ok, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Déjà, le plugin Gatling pour Maven va nous permettre d'exécuter le test de charge. Mais c'est notre ordi qui injecte la charge en local. Différence avec les tests habituels, c'est que je lance un injecteur Gatling, je ne suis pas en train de lancer l'appli. C'est-à-dire que si vous n'avez pas lancé l'appli à côté, il ne va rien se passer. Okay, ça, c'est très différent du testing habituel. On a découvert quelques actions, on a découvert les pauses qui permettent de simuler un temps d'attente, on a vu les groupes qui permettent de regrouper les actions et, comme Mathilde vous l'a montré, disposer de métriques dédiées. On a découvert les boucles qui vont permettre d'implémenter des actions itératives. Là, on a vu repeat, mais dans le DSL de Gatling, il y en a plein d'autres. Et on a vu la session, qui est un concept clé à comprendre de Gatling, qui est une map de string object pour chaque virtual user, qui permet de stocker des variables dédiées, et on risque d'en entendre parler à nouveau. On a aussi l'interpolation. Gatling va injecter automatiquement les variables de session dans les strings. Et puis là, on arrive à un moment où le test commence à prendre pas mal de place, alors qu'on n'a vraiment rien fait. Donc, Loïc, est-ce que tu pourrais un peu refactorer mon test, je ne sais pas si ça se dit, pour pouvoir regarder un peu et le structurer beaucoup mieux?
Et ben, c'est l'étape suivante de refactorer. Donc là, vraiment, je repars exactement à la même étape où Mathilde vous a laissé. Et on voit que dans le code, ce qui prend beaucoup de place, c'est le scénario. Donc, on va aller optimiser ce truc-là. Voilà, c'est optimisé. Hop. Donc nous, on vient d'extraire les groupes. Donc on va créer un package groups. Et puis on va créer, hop, une petite classe. Super. Hop, on va faire une petite méthode browse. On va retourner tout ça. Boum, résoudre mes imports. Changer le retour. Et puis mettre ici. Ok, super. Bon, déjà là, c'est un peu plus simple. On va regarder un petit peu là-dedans ce qu'on peut faire aussi. Mathilde a créé des sous-groupes. Super. Bon, rien de bien fifou. Pas du tout ce que je voulais faire. Ok, super. Nickel. Et on va faire pareil pour le browse section. Boom. On crée notre petite méthode. Ok, beaucoup plus lisible pour voir quelles étapes je vais passer pour la navigation. Au sein de ma section, je vais commencer par le début, le first load. Quand vous faites du test d'API, du test end-to-end, on a l'habitude d'aller décaler notre logique des clients et des choses comme ça dans des classes séparées. Ben nous, on va faire la même chose pour nos actions. Donc, je vais prendre ce truc-là, et puis je vais créer, devinez quoi, des actions. Donc, on va créer un package actions, et puis on va faire, cette fois, domain-driven, movie actions, hop. Et donc, ça, c'était get feature de movies. Hop. Super. Hop. Voilà. OK. Bon, bah voilà, super. Je vous passe l'implème des autres requêtes, OK, parce que ça n'apporte rien au talk. Nickel. On revient ici. Et là, movieactions.getFeaturedMovies, beaucoup plus lisible, mais surtout beaucoup mieux encapsulé, beaucoup plus maintenable. OK, bah pour les pauses, qu'est-ce qu'on va faire? Des méthodes utilitaires dans des actions aussi. OK, super. Je vais l'implémenter direct, on va gagner du temps. Donc là, j'ai des méthodes pause tens of millis, pause for a few seconds. Donc vous voyez, on se fait vraiment on s'outille hein, comme vous faites pour vos tests habituellement. Et puis voilà, hop, on fait le reste. OK, beaucoup plus simple à lire. OK, super. Bon, on fait pareil pour nos pauses. Ici, on fait pareil pour nos... Hop, c'était quoi? OK, super, j'ai de la chance. Et il nous reste l'élément le plus important dont Mathilde vous a parlé tout à l'heure, qui était la session. Donc là, j'ai une session, on a utilisé une variable de session pour faire de la pagination. Et ben, on va essayer de décaler toute cette logique, parce que là, il y a des lambdas, c'est pas très beau non plus. Donc, on va décaler ça. Quand on manipule des données de session dans Gatling, on va utiliser un truc qui s'appelle un feeder. Donc là, c'est les feeders. Hop, on va faire pagination feeder. Et rappelez-vous, on va fournir des données de session. Et une session, Mathilde vous a dit tout à l'heure que c'est une map de string object. Donc, on va renvoyer une map de string object. Super. Hop, par exemple, compute session data. Hop. Hop. Et là, je l'ai vu. Hop. Et on va faire return, une map off. Et on va aller retrouver notre petit attribut qu'on avait mis dans le main, nul. Il ne faut pas faire ça. On va mettre ça au bon endroit, comme ça c'est propre. Hop. OK. Et là, je vais renvoyer ma session data. C'est quasiment la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure. Mais là, je l'ai fait que pour un user. Ouais, là, il a fait que pour un utilisateur, mais on a dit qu'il y avait plein d'utilisateurs concurrents. Donc, il va avoir besoin d'une méthode qui itère sur la première méthode. Donc, il va faire un itérator qu'on va appeler un feeder. Et ce feeder-là, il va appeler en fait cette computation data là, et il va le faire pour chaque utilisateur. Il va rajouter un élément dans la session neuf à chaque fois. Super. Et donc là, si on regarde bien, j'appelle une nouvelle action, feed, et je lui envoie pagination feeder, feed. Et voilà, c'est quand même beaucoup plus propre. Tant qu'à faire, autant qu'on encapsule aussi toutes les mutations et toutes les manipulations qu'on va faire sur cette partie de données de session. Donc on va faire la même chose ici, et on va faire un truc du style pagination feeder, next page index. On va aller créer notre méthode, on va changer un peu hop, la signature quand même. Hop. Et puis là, comme on a un peu plus de place, en plus, on va prendre notre temps. Next page index.
OK, et return session. Et là, il va être obligé de retourner à la session parce que la session, c'est un contexte immutable. Donc, en fait, vous êtes obligé. Sinon, s'il n'avait pas fait ce return-là, il n'y aurait rien qui aurait été mis dans la session. OK. Et puis là, finalement, ça a l'air de fonctionner pas trop mal. On résume. Ici, j'ai mon scénario avec mes groupes. Donc là, j'ai fait que la home page, mais quand j'aurai d'autres pages et d'autres choses, j'aurai beaucoup d'autres méthodes. J'ai décalé cette logique-là de navigation par page dans les sous-groupes dans une classe séparée. Pour chaque groupe, on a des actions qui sont des classes séparées aussi, où j'ai décalé toute la logique. Et puis, enfin, pour toutes les données de session, on les a mises dans un feeder. Et ça, c'est une bonne pratique. Ça et leurs données de manipulation. C'est parti. Donc, si on résume ce qu'a fait Loïc, il a créé des classes pour les groupes, il a créé des classes pour les actions, et puis il a créé des classes pour les feeders pour mieux isoler les fonctionnalités spécifiques de la session. Les feeders, c'est vraiment un truc important, fonctionnalité clé de Gatling. C'est un moyen d'injecter de la donnée, c'est pour ça qu'on insiste, et c'est hyper pratique pour customiser le scénario de chaque user. En plus, on va le retrouver très bientôt, donc gardez ça en tête. Loïc, on a parlé de customiser le scénario de chaque utilisateur, mais pourquoi on en aurait besoin ? C'est une très bonne question, et ça tombe bien, c'est la step suivante. Si vous avez bien regardé, ce qu'on a fait maintenant, c'est qu'on a chargé la homepage et chargé 3 pages de film comédie pour tout le monde. Et ça, c'est un problème. Tous mes virtual users font la même chose. Alors, on n'est pas là pour débattre philosophiquement sur le fait que c'est bien ou de faire mal de faire comme tout le monde. Par contre, je peux vous dire une chose, c'est que quand un système fait toujours la même chose, il va avoir tendance à optimiser son fonctionnement. Donc nous, ça va représenter quoi ? C'est des DB qui vont monter leur page en cache, ça va être notre JIT de la JVM qui va s'enclencher et optimiser un peu tous les points chauds de l'appli, ça va être des caches qui vont être super bien rentabilisés. En fait, si on exécute ce test de charge, on va avoir des résultats sympas, mais pas du tout réalistes. Et donc quand on fait du test de charge, et ça c'est très spécifique aussi, c'est on n'a pas le choix, on doit faire évoluer nos scénarios pour les rendre plus réalistes, donc créer des chemins un peu différents d'un utilisateur virtuel à un autre, obligatoire. Et du coup, pour ça, on va répartir les utilisateurs. C'est ça qu'on va faire juste après en live coding. Je vais mettre les utilisateurs dans des sections différentes. Il y en aura qui préféreront les coups de cœur, d'autres les trendy, et puis les catégories action ou comédie. Donc on y va, on est parti. Donc là, on retourne exactement où Loïc vous avez laissé. Donc je vais un petit peu zoomer. Et on a dit qu'on voulait customiser le scénario du virtual user. Pour ça, on y va, on pense feeder, on pense session en fait. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un homepage feeder. On va le créer et puis on va stocker une variable dans la session. Donc si je vous dézoome un peu, vous allez stocker cette variable, donc la section dans la session. Oui, on n'a pas choisi l'exemple le plus facile. Et du coup, ces sections-là, elles peuvent valoir top rated, most popular ou catégorie selon là où va l'utilisateur. Ensuite, on va itérer dessus. Donc pour ça, en fait, ce qui se passe, c'est exactement ce qu'a fait Loïc si vous avez suivi tout à l'heure. Il a fait un feeder qui itère sur la variable, sur la session. Et on stocke cette session-là. Le seul truc qu'on différencie maintenant, c'est qu'on va rajouter de l'aléatoire dans le scénario pour que les utilisateurs ne fassent pas tous la même chose. Donc j'y vais, c'est cette méthode, pickSection, et j'ai déjà fait une énum pour aller plus vite. Donc en gros, ce pickSection-là, c'est ça qui va générer l'aléatoire. Pour le faire, on va faire, hop, comme suit. Donc en gros, imaginez que j'en ai parlé avec mon PO avant et il me dit que 40% des utilisateurs préfèrent aller sur top rated, 40% most popular et puis le reste sur les catégories. Des analytics ou comme ça, au doigt mouillé. Vous pouvez commencer comme ça. Pour commencer, c'est déjà bien. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que pour simuler l'aléatoire, on pourrait faire un truc compliqué, mais j'aime pas trop les trucs compliqués. Donc en fait, je vais juste utiliser un random. Donc en fait, je vais faire un maths.random, tac. Et je vais faire en pourcentage pour que vous puissiez suivre. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire if i est inférieur à 40, alors tu me retournes top rated. Sinon, si i est inférieur à 80, et normalement, si vous suivez, ça retourne most popular. Et sinon, je vois que personne ne suit. Et sinon, ça retourne catégorise. Ouais, j'ai vu qu'il y en avait qui entendaient. Ok, on est bon. Et en fait, on a fini. C'est-à-dire que j'ai simulé l'aléatoire programmatiquement. Il me reste un truc à faire, c'est de récupérer la valeur de la section pour le rajouter dans mon scénario. Donc, si on récapitule, je vais dans le groupe et je retourne à l'endroit où Loïc a fait mon scénario.
Et je vais faire comme lui, c'est-à-dire que je vais prendre cette ligne-là, et au lieu de mettre un pagination feeder, on va faire un homepage feeder, et donc ça va initialiser notre session, notre valeur dans la session. Et ensuite, ce que je veux changer, je vous rappelle que c'était la partie, je veux pas que tous les utilisateurs aillent sur la partie catégorie comédie. Moi, je veux que ce soit différent selon les utilisateurs. Pour ça, je vais utiliser un do switch. Donc, vous voyez que le DSL de Gatling, voilà, il ressemble très bien à ce que vous avez l'habitude de faire. Et du coup, vous allez faire tac, hop, et selon la valeur de la session, enfin de la section dans la session, du coup, vous allez faire hop, tac, tac, tac. En gros, vous allez dire si ma valeur vaut top rated, alors, hop, alors, je récupère le endpoint qui correspond. Et on a fini. Donc là, pour que vous me fassiez confiance, j'arrive, je vais vous lancer le test pour vous montrer que ça marche bien. Et pendant ce temps, on peut regarder un peu. Je relance exactement comme tout à l'heure avec le plugin Maven. Je pourrais customiser n'importe quoi dans mon scénario. C'est-à-dire que je pourrais dire, en fait, Loïc, il m'a mis repeat 3, mais en fait, j'ai pas envie que ça répète 3 fois selon les utilisateurs. Il y en a qui vont passer, qui vont spammer sur les pages, d'autres qui vont peut-être aller sur qu'une page. Enfin, en fait, je pourrais vraiment faire n'importe quoi et c'est hyper facile. Je le mettrai dans mon pagination feeder et je simulerai un aléatoire. OK, on a récupéré le fichier comme tout à l'heure. Et la seule chose qui est un peu différente, si vous zoomez là, enfin si je zoome là, on voit que dans la homepage, c'est la browse section qu'on a changé, on voit que du coup, il y a mes valeurs par catégorie et on voit que les gens vont pas voir exactement les mêmes. Il y en a qui vont voir top rated, d'autres most popular, puis d'autres les comédies. Et donc on va pouvoir récupérer les valeurs des temps de distribution par rapport à ces simulations-là. OK. Super. Eh ben, merci Mathilde, parce que maintenant c'est beaucoup plus réaliste, donc on peut s'attendre à ce que les résultats du test de charge correspondent à une réalité. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Refactorer, c'est super important. Comme n'importe où dans le testing, le copier-coller, c'est votre ennemi, donc on prend le temps de séparer dans le code en plusieurs classes, dans des groupes, dans des actions, dans des feeders, au moins ça. Tester un système qui fait toujours la même chose, c'est pas réaliste. C'est super important de diversifier les parcours utilisateurs dans un scénario, sinon vous testez des caches et vous aurez des vraies surprises en prod. Et pour ça, on va le faire avec des feeders qui vont répartir un petit peu les chemins, comme Mathilde vous l'a montré, et on va utiliser des actions comme doSwitch, mais il y en a d'autres dans le DSL de Gatling, pour implémenter les différents chemins. Donc pour l'instant, on a juste fait la homepage, mais tu as dit qu'après on cliquait sur un film, du coup tu peux nous emmener là-bas, Mathilde. Oui. Donc, on y va. On a dit qu'on allait choisir notre film préféré. Donc, pour ça, on sélectionne un film au hasard. On récupère son ID et puis on explore la page suivante. Comment on va faire tout ça? En fait, on fait pareil. C'est-à-dire qu'on va prendre, pour récupérer le film au hasard, on prend un attribut de session qu'on stocke dans la session. On fait un random de 0 à 9 pour le film et on l'ajoute dans le homepage feeder. Donc, pour jusque-là, tout va bien. Ouais, tout va bien. Et puis après, il y a quand même quelque chose de nouveau, c'est maintenant, je sélectionne un film au hasard, mais il faut bien que je récupère son ID depuis la requête. Et ça, on ne sait pas faire pour l'instant. On sait générer de la donnée random, mais on ne sait pas récupérer une vraie donnée utile. On va essayer de faire ça ensemble. Donc moi déjà, en général, je vais plutôt aller regarder dans Postman ce qu'il y a dans l'API et voir à quoi la réponse ressemble. Et là, effectivement, si je veux récupérer l'ID du film, c'est dans un ensemble items et dans un champ ID. Super. Ça, si je vous le résume en JSON Pass, ça va ressembler à ça. Le JSON Pass me permet de traverser des objets JSON assez simplement. Et du coup, on va revenir à l'endroit où on fait la requête, puisque c'est là qu'on peut avoir accès au response body, en ajoutant une nouvelle méthode qui s'appelle la méthode check. Donc check va me permettre de traverser un response body, donc là en l'occurrence un response body JSON, de pouvoir caster ce que je récupère, de pouvoir faire des assertions dessus. Donc si ça n'existe pas, le scénario de Gatling va s'arrêter pour l'utilisateur virtuel courant. Et une fois que je l'ai récupéré, de pouvoir le sauver dans une variable de session. Nickel. C'est ce qu'on voulait faire. Alors après, Mathilde, elle nous a généré une super variable de session pour avoir un random ici au lieu du 0, donc on va l'utiliser. Et comme on n'est pas des animaux, on fait des constantes pour survivre au refactoring, n'est-ce pas? Et là, on est content, ça marche, c'est super. Et donc ça, c'était l'autre manière de stocker des éléments en session. La première, avec nos feeders et des choses déclaratives qu'on va mettre un petit peu en amont, et des choses très dynamiques au runtime liées aux requêtes.
Eh ben super. Eh ben, la page du film, on sait faire. On y va, il suffit juste de prendre un nouveau groupe, parce qu'on structure bien nos tests, un Movie Details Group, on implémente les nouvelles actions, vous voyez les 3 requêtes qui sont faites, on les implémente dans l'action, et puis voilà. Donc là, on a fait beaucoup de trucs, on s'était dit que c'était peut-être le moment de faire le point. On a déjà découvert les bases, comment bien organiser notre test, et surtout, c'est ça qui est important si on veut que vous reteniez quelque chose, c'est une démarche pour créer un test de charge. En fait, ce qu'il faut faire, c'est aller regarder vos requêtes dans le navigateur, puis identifier les données à faire varier, utiliser des fonctions random dans les feeders pour avoir vraiment des données réalistes, et on insiste beaucoup sur ce point-là, et puis tout stocker en session. Bon. Bah, c'est déjà génial, bravo. On peut se féliciter, ouais, c'est pas mal. En moins d'une demi-heure, vous avez déjà tout ce qu'il faut, 90% de ce qu'il vous faut pour vraiment implémenter du test de charge dès demain. C'est pas plus compliqué que ça. Mais vous imaginez bien qu'on a été un peu plus loin. Et on y va. Loïc, est-ce que tu pourrais nous présenter un peu la suite? On voulait quand même vous laisser avec les petits challenges qui vont, arriver dès demain quand vous allez en faire. Et on a orienté ça avec des questions. Première question, comment je gère des contextes authentifiés? Et ouais, jusqu'à maintenant, hyper facile, on est sur une homepage publique. Je suis sûr que dans vos use cases, il y a très peu de choses qui ressemblent à ça. Donc, ça ouvre à une discussion un peu philosophique. Est-ce que je crée mes comptes à la main? Est-ce que je dois contourner des captchas? Est-ce que je dois faire un bot qui parse des emails pour récupérer le code? Bah non, en fait, faut pas faire ça. Okay, donc, il va falloir faciliter le flow pour votre test. Pas de captcha, pas de MFA, un access token qui dure plus longtemps. Et ça va être une règle générale. Okay, vous avez un WAF, un anti-DDoS, et ben on débranche pour les choses spécifiques du test de charge. En fait, ça ne sert à rien de vous compliquer la vie. Et surtout que ça nous rassure, parce qu'on se rappelle que Gatling, c'est quand même un robot. Donc si un robot arrive à passer vos sécurités anti-robots, c'est que vous avez un autre problème que les tests de charge. Ouais, et passer 90% de son temps à implémenter un contournement de robot, c'est pas là qu'est la valeur métier du test de charge. Donc on facilite le flow pour le test. Deuxième question, comment j'expose des éléments spécifiques au test depuis le SI? Un peu compliqué la question, je prends un exemple. Je veux récupérer 5000 access tokens valides d'utilisateurs de test. Okay, là, on vient d'en parler, on a besoin de ça. Bah, comment je fais ça? J'appelle les API de mon IAM, il me faut une clé privée, je mets ma clé dans le... Non, c'est un peu chiant. En fait, c'est très dur parce que, on l'a dit depuis le début, quand on fait du test de charge, on teste à l'extérieur du SI. La plupart des tests que vous faites, en général, vous spawnez aussi l'applicatif en même temps. Là, ce n'est pas le cas. Donc, il va falloir que je trouve un moyen d'avoir des raccourcis, des accès qui me permettent de bien instrumenter mon test. Et pour ça, on va découvrir un nouveau pattern qui s'appelle la Test Gateway. Donc ça, c'est le meilleur moyen de faire quelque chose de bien pour vos tests. Vous allez créer une nouvelle API qui va être dédiée aux tests et qui va exposer des choses qui vont vous permettre de vous faciliter la vie. Donc vraiment, c'est une API qui est en staging, dans un réseau privé, vous ne mettez pas ça en prod, hein, on ne veut pas ça comme ça, qui va exposer des endpoints pour simplifier notre test. Donc par exemple, vous pouvez avoir, nous c'est ce qu'on a fait, un endpoint qui vous en renvoie des access tokens de masse pour avoir des virtual users authentifiés. Donc gros disclaimer, effectivement, on ne met pas ça en prod. Voilà, en clair en tout cas. Voilà. Et puis vous pouvez aussi appeler un endpoint privé parce que potentiellement, ce champ-là, il va vous faciliter le test de charge. Donc n'hésitez pas à faire tout ce qui va vous faciliter la vie et à rajouter cette test gateway-là. Donc en fait, si on résume, cette test gateway, elle va vous permettre de rajouter des fonctionnalités utiles pour le test, des opérations / données internes, et puis de bridger un protocole parce que parfois Gatling ne supporte pas certains vieux protocoles et donc ça va vous permettre aussi de faire ce truc-là. Yes, donc faites une test gateway. Les données de test, gros chapitre ça. Quand on fait du test de charge, on va créer de la donnée. On va aussi consommer de la donnée. Donc typiquement, si vous testez une DB où il y a 50 entrées, c'est pas du tout pareil que quand vous testez la DB avec des données de prod. Donc il y a une vraie question, comment est-ce que je gère la donnée et son cycle de vie autour de mon test? Vous avez deux approches pour faire ça. L'approche dev, qui est un peu l'approche quand vous imaginez test containers, okay, c'est je rends mon test autonome dans sa création et sa destruction de données. Donc en gros, je vais créer des données avant le test, et puis à la fin de mon test, je vais les détruire. Là, on ne peut plus faire des trucs qui ne committent pas et tout, parce qu'on est à l'extérieur de l'appli, donc c'est très différent.
Donc on pourrait faire ça, et vous avez des méthodes de lifecycle dans Gatling qui vous permettent de faire ça avant et après le test. Et puis vous avez une autre approche qui est l'approche plateforme, qui est de dire, en fait, faut pas considérer, ça c'est un problème qui dépasse le test, et donc on devrait le gérer côté plateforme, côté infra. Typiquement, ça peut aller de aucune automatisation du tout, et tant pis, je vais en foutre plein sur le staging, à je crée des datasets que je suis capable de reset dans une CI, à je spawn des environnements de test. On peut avoir tous les niveaux d'industrialisation. Nous, c'est définitivement la deuxième approche qu'on vous propose. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce n'est pas un besoin spécifique au test de charge. Là, ce besoin, je suis sûr que vous en avez beaucoup dans vos SI. Ce problème de comment je crée une staging qui a des données à peu près isoprod en volume, anonymisées, etc., ce n'est pas du tout un problème qui est spécifique au test de charge. Donc autant qu'on le résolve une fois pour tout le monde, et du coup, ça implique de ne pas embêter nos tests de charge avec ça. Donc, approche plateforme, définitivement. Comment on maintient mon test de charge? Parce que tout le monde ne fait pas du capacity test tous les jours. Et puis le jour où tu en fais, en fait, plus rien ne marche. Et ça, c'est un peu le syndrome du test end-to-end déjà. Mais alors sur le test de charge, on vous rappelle qu'on a plein de choses qu'on a codées, qu'on a rajouté, une test gateway, des modèles, des actions, des endpoints. Et puis tu vas arriver au drift au moment où j'en fais tous les 6 mois et ça marche plus, et donc je l'enlève parce que j'en ai marre. Et donc pour éviter ce truc-là, nous on a des tips. Le premier, c'est de tout mettre en CI. Quand on dit tout mettre en CI, c'est au même endroit que vous mettriez vos tests d'inté ou vos tests unitaires, vous rajoutez vos tests de charge. Par contre, vous allez avoir besoin quand même d'avoir un stage avant, qui est le stage de déploiement de test, parce que non seulement vous aurez besoin de déployer votre env si vous le faites par l'approche de plateforme, comme l'a dit Loïc, mais en plus, nous on utilisait le Gatling Cloud, et pour ça, on déployait sur Gatling Cloud en avance pour pouvoir tester derrière. Notre premier tip, c'est de tout mettre en CI, et notre deuxième tip, c'est d'utiliser un smoke test. Le smoke test, c'est le même scénario que ce que vous avez déjà fait, sauf que vous enlevez tous les utilisateurs, vous en mettez juste un et vous faites 0 pause. Ça vous permet de vérifier juste que vos actions fonctionnent. Et ça va être très très utile dans une pipeline que vous lancez à chaque fois que vous lanceriez votre pipeline. Donc vous voyez là en rose, vous avez le run smoke test qui se lance tout le temps. Par contre, vous avez le run capacity test qui est le vrai test, et celui-là, vous le lancez manuellement. Ça vous permet de le lancer quand vous en avez besoin et d'être sûr que le jour où vous le lancez, quand vous en aurez vraiment besoin, il fonctionne toujours. Ultra important le smoke test. Exactement. Si on récapitule un peu, pour bien architecturer un test de charge, on est content parce qu'il y a des ressemblances avec ce que vous faites déjà, DTI, DTU, donc vous factorisez et vous considérez ça vraiment comme du test as code. Donc, vous allez aussi avoir quelques nouveaux éléments spécifiques qu'on a vus dans le bref, mais qu'on a encore récapitulé après, comme le profil d'injection, le protocole, la session, les feeders. Mais vous avez des trucs aussi nouveaux, des patterns, comme la test gateway qui va vous permettre de faciliter le test. C'est mieux de disposer d'un environnement dédié pour tirer. Mais comme l'a dit PH hier à sa conf, commencez déjà petit et faites déjà ce que vous pouvez, parce que c'est mieux d'avoir des tests de charge tout court. Ensuite, c'est bien d'avoir un smoke test régulier. Ça nous aide à maintenir nos tests, non seulement en ayant ce smoke test, mais aussi en ayant un environnement de test optimisé pour nous faciliter la vie, avec un dataset réaliste. Et c'est le moment de vous le montrer, parce que je vous rappelle quand même que si vous avez lu la description de notre talk, elle s'appelait 45 minutes pour mettre à genoux ton appli. Et pour l'instant, on n'a pas vraiment tenu nos promesses. Donc Loïc, est-ce qu'on peut y aller? Allez, c'est parti. Et je vous emmène faire un petit tour de la console de Gatling Cloud. Donc là, on en a lancé un, mais en attendant, je vais vous montrer quand même des archives qu'on a. Premier truc qu'on peut voir, c'est déjà que notre smoke test et notre capacity test, c'est des tests différents qui sont déployés parce qu'ils ne créent pas du tout les mêmes métriques. Donc les runs sont séparés. Et ici, je vais vous montrer ce qu'on peut trouver dans les rapports. Donc, regardons un petit peu ça tous ensemble, et je vais commencer par les profils d'injection, les fameux. Pour notre test de capacité, on a choisi de faire des escaliers. Donc là, vous voyez, j'ai un escalier où j'ai un virtual user qui arrive par seconde pendant 2 minutes. Donc je vais injecter 120 utilisateurs qui arrivent un par un chaque minute. Et puis après, j'en mets 2
par seconde, et puis 3 par seconde, et puis 4 par seconde, etc. Ça me permet d'avoir une première manière d'évaluer la capacité, c'est-à-dire à un moment donné, ça va partir en sucette, et c'est là que je vais commencer à travailler. Si on regarde un petit peu sur les utilisateurs concurrents, c'est-à-dire les utilisateurs qui sont en train de jouer ce scénario, là vous allez voir que quand je suis à un utilisateur par seconde qui arrive, je me maintiens à peu près entre 10, 11 utilisateurs concurrents dans la plateforme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nombre d'utilisateurs qui arrivent est compensé par le nombre d'utilisateurs qui finissent le scénario. C'est une bonne nouvelle. Qu'est-ce qui se passe à partir de 2 users par seconde? On voit qu'on commence à avoir une pente et que les utilisateurs ils commencent à être de plus en plus nombreux dans le système. Autrement dit, ça sent pas bon. Quand on est à 3, vous voyez que la pente augmente. À 4, c'est encore pire. Et puis, il y a un truc bizarre à la fin. Donc, on va zoomer sur cette partie-là et puis on va regarder les temps de réponse. Donc, ici, on a la distribution on a les temps de réponse par rapport au temps. Donc là, vous allez voir un utilisateur par seconde. On a des centiles, le 95e centile, j'aime bien le regarder, 300 et quelques millisecondes. Ça reste correct. Vous voyez que 2 minutes après, on est à 5 secondes. Vous voyez que 4 minutes après, on est à 19 secondes. On se dit que cette histoire va peut-être pas bien se terminer. D'ailleurs, là, on voit qu'on a des centiles au-delà de 60 secondes. On commence à avoir des 503. Et d'ailleurs, Loïc, je suis sur la prod actuellement et je suis en train de lancer en même temps le test et je vois qu'on l'a planté. Je pense qu'on peut être fiers de nous. Et si vous ne me croyez pas, regardez les requêtes à côté. Hein, c'est pas une URL toute faite. Vous voyez que si je retourne là, hop, je galère. Ça marche plus. Et ça marche plus. En fait, je peux même plus le lancer. En fait, on a été un peu trop fort. Désolé. Ok, on a fait tomber notre système. Qu'est-ce que je voulais vous montrer en dernier? Ça, ils viennent de sortir cette feature, c'est la comparaison des runs. Donc là, j'ai fait plusieurs runs, 1, 2 et 3 par seconde. C'est des runs cette fois plus en escalier. Et on est capable de les comparer de manière assez simple. Par exemple, mon 95e centile. Et là, vous voyez qu'entre 1, 2 et 3, il y a un écart considérable. Donc, Mathilde, je commence à flipper pour lundi, je t'avoue. Je ne sais pas si ça va tenir. Ok. Bah, c'est pas une très bonne nouvelle. Hein. Conclusion. Le test de charge, ça devient de plus en plus clé. Vous voyez que ça fait quelques années qu'on entend parler de plus en plus et ça devient super important. Mais pas pour tout le monde. Ça devient important quand le downtime coûte cher. Ça devient important quand les problèmes de performance vous coûtent cher. En 45 minutes, on vous a fait découvrir l'essentiel pour vous lancer. Vraiment, vous avez tout pour y aller sereinement. J'espère que c'est ça que vous retenez du talk, parce que c'est assez simple. On a un double cadeau pour vous. C'est tout le code source du test complet qu'on a complexifié. On a fait une partie authentifiée, des feeders CSV, vraiment un truc plus global. Donc, inscrivez-vous ici et on vous l'enverra. Et on vous enverra aussi une petite doc de best practice. Donc ça vous permettra d'y aller encore plus sereinement. Et on fait des formations accessoirement s'il y a besoin d'un coup de main. Faire tomber un SI, c'est beaucoup plus simple qu'on le pense. Ne faites pas de présuppositions. Vous allez avoir des surprises. Loïc, est-ce que tu peux me dire, j'ai peur de ce que je vais entendre, mais combien d'utilisateurs peuvent tenir notre application? Résultat du test de capacité, 11 utilisateurs concurrents. Voilà. Alors, et pour autant, j'ai tout bien fait. Hein. J'ai pris du Spring Boot, Hibernate, j'ai indexé mes champs en base de données, j'ai mis des bonnes ressources sur la prod. Il y a plusieurs nodes pour gérer tout ça. Enfin, je ne comprends pas d'où ça vient, parce que je pensais avoir tout fait. Et du coup, Loïc, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de cette partie. Quels sont les bons réflexes pour améliorer notre système? Qu'est-ce qu'on peut en déduire? C'était pas le sujet du talk. Par contre, comme tout bon film à succès, si on a des bonnes critiques, ça se passe bien. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous mettre des feedbacks. Il y aura peut-être une partie 2 sur cette partie-là. Mais surtout, merci beaucoup pour votre attention.